NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, le monde de demain a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Loma, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Comme vous le savez, on aime bien vous parler des podcasts que l'on écoute, ceux que l'on aime, et aujourd'hui, on aime Tech 45, le podcast présenté par Sébastien Coinon et qui ne parle que des entrepreneurs de la French Tech, de ces gens qui ont réussi à monter des startups et à faire des grands succès et à nous faire rêver surtout. Oui, et moi, il y a un podcast que j'ai adoré, c'est le numéro 23, où il reçoit Owen Simonin, alias Asher. Tout le monde le connaît, c'est évidemment le plus gros influenceur crypto sur les réseaux sociaux. J'ai adoré parce que il parle de lui, de son parcours, de ses échecs, de ses espoirs. En fait, il ne parle pas tellement de crypto, il parle surtout de lui. Et c'est très, très inspirant. Ce type, à 24 ans, il est méga puissant, vraiment on se demande comment il est arrivé à faire tout ça aussi jeune. Il a monté cette société Just Mining dont il en parle et vraiment on adorerait le recevoir évidemment. On vous invite vraiment à écouter cet épisode. Aujourd'hui, nous recevons Marc Toledo, un serial entrepreneur qui a créé en 2018 un exchange, autrement dit une banque crypto, qui s'appelle Bit4You, avec le chiffre 4 au milieu. Donc on le trouve en tapant BIT chiffre 4 YOU.io. Voilà, ça c'est l'adresse du site web. Et en français d'ailleurs on dit plutôt une plateforme d'échange crypto. Alors nous sommes le 26 janvier 2022 en plein cœur de Bruxelles, où est situé le siège social de l'entreprise. Marc va nous expliquer l'importance des exchanges crypto dans tout l'écosystème NFT qui nous intéresse ici, et aussi pourquoi il n'est pas une banque, mais plutôt une passerelle entre vous et votre argent digital. Oui, en effet, on s'est tout spécialement rendu à Bruxelles pour t'écouter hier, pour écouter ta conférence. On était contents d'avoir fait le déplacement parce que ça nous a permis de mieux comprendre qui tu étais, comment tu fonctionnais, et on était vraiment super contents d'être là. On est d'ailleurs aujourd'hui ici dans le très beau coworking Silver Square à Bruxelles, très chouette environnement pour enregistrer un podcast. Et on a retenu hier que les gens disent de toi que tu es un visionnaire, que tu as toujours une longueur d'avance, et qu'en fait tu montes tes business sans savoir au départ que c'était impossible ou quasiment, et donc tu es vraiment ce qu'on appelle un bâtisseur qui n'a peur de rien. Et moi aujourd'hui, Marc, j'aimerais que tu expliques en 2 mots à nos auditeurs d'abord qui tu es et surtout comment tu es passé de l'univers des télécoms à celui des cryptos. Voilà, je te laisse la parole. Ça fait beaucoup de questions. Donc, bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Il y a effectivement donc l'historique. L'historique, c'est déjà beaucoup de temps passé dans les télécommunications pendant 16 ans, où effectivement j'étais un peu visionnaire déjà dans les télécoms puisque j'ai lancé une boîte 2 ans avant la libéralisation du marché. Et de la même manière, dans l'esprit des crypto-monnaies, j'étais approché par un jeune geek extraordinaire qui s'appelle Sacha Van Damme, qui m'a proposé de lancer un exchange crypto. Effectivement, en 2017, c'était le vrai véritable boom, premier gros boom crypto où tout le monde parlait de Bitcoin, mais le véritable problème pour les gens était de savoir comment se procurer des bitcoins. Ils devaient ouvrir un compte en Lituanie, envoyer de l'argent en Ukraine, ne pas savoir comment ils allaient récupérer le tout, ouvrir des wallets sur des plateformes à Singapour. Bref, extrêmement compliqué. Et il fallait trouver une solution à ce problème. Donc, on voyait que le marché boomait. On est bien avant l'ouverture du marché aux cryptos, puisque nous sommes en 2022 et la loi consacrant les cryptos d'une certaine manière légale n'est toujours pas sortie en Belgique. Il y a ce jour un vote au Parlement sur cette loi, on espère que ça va passer. Et donc, Sacha m'ayant proposé cette aventure, je me suis intéressé au secteur, je me suis rendu compte que c'était un secteur qui était plein d'avenir, puisque notre avenir est digital. Aujourd'hui, ça semble beaucoup plus évident, 4 ans après le lancement, où tout le monde commence à parler de métaverse. On voit Microsoft qui rachète des sociétés, Facebook qui va s'appeler Meta. On va évoluer dans un monde qui n'est pas un monde virtuel, c'est un monde réel dans une autre dimension, une autre dimension
dimension de l'Internet. L'Internet que nous connaissons aujourd'hui est en train d'évoluer et les expériences que nous allons vivre ne sont plus des expériences où on lit, mais ce sont des expériences où on va vivre avec ses yeux, avec ses oreilles. Donc, ce changement de données, où on va passer en fait d'un monde physique à un monde digital, fait aussi que le commerce et tout ce qui va autour va aussi évoluer d'un monde normal, du monde que nous connaissons, réel, à une représentation digitale du monde réel. Et donc, les monnaies digitales sont vraiment très importantes, les NFT sont très importants et constituent un axe d'avenir que tout le monde est en train de consacrer aujourd'hui. Et effectivement, on avait le nez creux en y voyant, il y a 4 ans, une possibilité d'évolution extraordinaire. Et c'est vrai, la croissance le confirme. Aujourd'hui, nous faisons x10 chaque année pour l'instant. On espère tenir le rythme. C'est assez impressionnant. Ouais. Ouais. Et petite question sur Sacha, il avait quel âge quand il est venu te proposer ça? Sacha avait 24 ans. 24 ans. Donc confrontation des générations, mais aussi intelligence de ta part, d'être à l'écoute et de sentir. Je crois que tu es quelqu'un de très intuitif, très instinctif, et donc tu as senti que c'était... qu'il y avait des choses intéressantes à développer. Et en plus, on a appris hier que Marc, lui, parlait aux humains et que Sacha, lui, parlait aux machines. Oui, ça fait beaucoup rire. Une complémentarité extraordinaire. Hein. Sacha a un cœur immense, mais l'expression n'est pas son point le plus fort. On a chacun un point fort. Sacha, c'est effectivement la programmation. C'est un on peut dire un dieu dans son domaine. Il est extraordinaire, je l'adore. On s'entend très bien depuis le début. Et cette aventure, on l'a construit. On a construit notre confiance. On a construit notre relation, on construit notre entreprise et ça marche très très bien. Oui. Mais en fait, ce qui est important, ce que tu disais Claudia, j'ai eu le nez creux comme tu dis, mais il faut essayer. Donc tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ça a marché ou ça n'a pas marché. Je me suis trompé aussi, je suis tombé aussi dans d'autres expériences, mais je me suis relevé à chaque fois. Il ne faut pas rester par terre, mais il faut essayer. Et je crois qu'à un moment, ça marche. Hein. Si on jette une pièce de nombreuses fois en l'air, il y a de fortes chances qu'elle tombe un jour du côté que vous aviez prévu. Tous les entrepreneurs connaissent ça. Je pense que tout le monde, ceux qui ont entrepris vont se reconnaître. Il y a des échecs tout le temps, on n'en parle pas forcément. Et puis il y a une perception de l'échec qui est très différente dans le monde anglo-saxon, États-Unis, Angleterre, ou dans le monde Europe, latin, on va dire, ou chez nous, en France, en Belgique, ça peut être très mal vu, finalement, d'échouer. Et toi, tu disais, et c'est vrai que, en revanche, aux États-Unis, c'est bien vu. C'est-à-dire, quand on a échoué, c'est qu'on a appris et qu'on ne fera plus les mêmes erreurs et qu'on peut aller beaucoup plus loin après. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marc dit exactement la même chose que Mathieu Stéphanie, notre premier invité, ou que les autres qui ont suivi, dont on ne peut pas encore citer le nom, tant que c'est pas lancé. Mais en fait, il y a un fil conducteur entre ce que vous dites, c'est qu'il faut faire. En fait, nous, on est confrontés tous les jours à des gens qui nous disent « Mais enfin, vous vous êtes formés sur le tard, qu'est-ce que vous allez faire de ça ?» Et en fait, la réponse est, en fait, on ne sait pas, on fait, tous les jours on fait, et tous les jours ça avance, et oui, en fait, passons à l'action, et ça c'est génial, parce que c'est ce que tu as fait toute ta vie finalement, donc, et c'est ce qui rend les réussites très admirables, parce que finalement tu nous expliquais que tu démarres chaque fois de from scratch, c'est pas que tu rachètes des boîtes qui existent déjà, tu construis de A à Z, et tu démarres de zéro, donc bravo pour cette belle association avec Sacha, qui a en fait il a des compétences, c'est un développeur en fait. C'était un développeur, c'est surtout un informaticien de génie, oui, qui apprend un langage informatique en 2 jours, qui a une capacité d'analyse incroyable, qui, je ne tarirai pas d'éloges à son sujet, mais c'était un garçon d'une logique mais incroyable, un niveau, une profondeur de pensée que j'ai rarement vu. Et donc là, on a la combinaison d'un génie de l'informatique et d'un serial entrepreneur. Donc la combinaison des deux fait que nous exploitons nos forces mutuelles. Génial. Est-ce que tu peux, Marc, expliquer à nos auditeurs ce que c'est réellement un exchange? Parce qu'en fait, comme disait Benjamin dans son introduction, les gens pensent souvent que c'est au fait que vous allez remplacer les banques. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, aujourd'hui, dans le monde digital, tout le monde a entendu parler du Bitcoin, mais à côté de ça, il y a près de 19 000 autres projets. On voit aujourd'hui dans la représentation digitale de la valeur, c'est ça un petit peu la révolution que nous sommes en train de vivre, c'est l'Internet de la valeur, où vous pouvez envoyer de l'argent par Internet de l'autre bout du monde sans qu'il y ait d'intermédiaire. Donc, instantanément, on peut transférer une propriété instantanément. Donc, ce monde qui est digital, il faut pouvoir y accéder. Et donc, aujourd'hui, la première question que se posent
les gens, avant de comprendre de quoi, ce qu'est un NFT, de ce qu'est un métavers, la première des choses, c'est comment puis-je acheter du Bitcoin? Et donc, c'est la première question, où acheter du Bitcoin? Donc, les gens vont en général dans un moteur de recherche et tapent Bitcoin et tombent sur des marchands de Bitcoin. Et donc, nous, en fait, nous sommes un marchand de Bitcoin. Nous avons une plateforme qui permet aux gens d'acheter du Bitcoin et d'autres crypto-actifs. Je les appelle les crypto-actifs, puisqu'on va en parler tout de suite, mais la plupart des choses vont devenir des crypto-actifs dans le futur. Acheter ces crypto-actifs avec de l'argent, soit avec une carte de paiement, soit avec une carte de crédit, soit par virement bancaire. Alors ça, c'est un moyen d'accéder à cette économie digitale pour pouvoir acheter quelque chose de digital. Et cet objet digital ou cet argent digital, il y a moyen de l'échanger dans le monde digital. Quand on parlera tout à l'heure des métavers, on va pouvoir voir comment on peut acheter une robe dans l'univers digital. On reviendra là-dessus. Et ensuite, on peut le revendre un peu plus tard ou échanger contre d'autres crypto-monnaies et récupérer le produit de la vente sur son compte en banque. Voilà ce que fait aujourd'hui Bit4You, BIT4YOU. BIT4, Bit4You. Avec les Français, ils disent Bit4You. Bit4You, bah oui, c'est normal. Si on lit en français, on va dire Bit4You. Alors, j'ai même certains qui disent Pikachu. Non, c'est pas Pikachu, c'est Bit4You, donc BIT4YOU. Okay, c'est un jeu de mots et j'aime beaucoup les jeux de mots et dans le monde crypto, ça court pas les rues. Mais alors, deux précisions, Marc. C'est que d'abord, acheter du Bitcoin, moi, j'ai eu des remarques d'amis qui voulaient acheter du Bitcoin, qui m'ont dit, oh là là, le Bitcoin, il était à 60 000 $ à l'époque. Si je veux acheter un Bitcoin, il faut 60 000 $. Donc je leur ai dit, non, mais tu peux investir 50 €. Ouais, tout à fait. Dans du Bitcoin. Parce qu'en fait, le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies sont fractionnées, je crois même jusqu'à 9 zéros après la virgule. On pourrait presque acheter pour 5 centimes d'euros de Bitcoin. Donc ça, on peut le dire. Et puis, tu parles de crypto-actifs, très important parce que le mot crypto-monnaie a été mal choisi dès le départ. Parce que ces petits jetons, ces lignes de code informatique qui circulent sur la blockchain ne sont pas des monnaies, à part pour le Bitcoin, pour quelques pays comme le Salvador, on en reparlera, qui achètent du pain ou des cafés avec un Bitcoin. Mais sinon, c'est des actifs, c'est-à-dire c'est de la valeur qu'on s'échange en fait. Effectivement, donc le terme monnaie a une définition légale. Donc d'un point de vue légal, il n'y a pas encore de monnaie sur Internet. La première monnaie crypto, je crois que ce sera, là on sait déjà, le yuan digital, c'est ce qu'on appelle une monnaie de banque centrale. Nous avons aussi au Nigeria le iNaira. Ils ont fait une version digitale crypto de leur monnaie. Et on aura le e-euro, l'euro digital, c'est-à-dire le crypto-euro. Et donc effectivement, le mot crypto laisse souvent perplexe. Et en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. Je vous suggère de faire fonctionner votre cerveau et Google en même temps. Ça marche pas mal. Alors la crypto, pourquoi crypto? Parce qu'en fait, la sécurité qui est liée à votre argent, vous voulez une sécurité maximale. Et donc la sécurité maximale, elle est fournie par un procédé cryptographique. Et ce procédé cryptographique s'appelle le H256, pas le H qui se fume, mais le H, la fonction mathématique HASH, ou le SHA en anglais, SHA, c'est peut-être plus facile, je dirais SHA dorénavant, ça sera le chat, mais pas le chat du jardin, mais le chat, c'est SHA, ce sera moins mal poli. Et donc, c'est quoi le chat? Le chat, le H, c'est une fonction mathématique qui sort un résultat aléatoire. Et donc, vous mettez un document d'un côté, et de l'autre côté, il y aura une signature qui va sortir. Mais cette signature est imprévisible. Si vous remettez le même document, vous aurez toujours la même signature. Mais si vous altérez le document, même un document d'1 million de pages, vous changez un point ou une majuscule, une minuscule, le chat qui en sortira, la signature sera tout à fait aléatoire. Alors, juste pour préciser... La signature est sur 256 positions, des 0 ou des 1. Ça fait donc 2 exposant 256. Et pour vous donner une idée de ce que ça veut dire 2 exposant 256, si vous voulez craquer ce code d'une manière violente, il vous faudrait toute la puissance de tous les ordinateurs de la planète. Ça, c'est encore faisable. Mais il faudra le faire tourner pendant un laps de temps qui équivaut à celui de la création de l'univers jusqu'à maintenant. Ça, c'est déjà plus problématique. Et voilà pourquoi on parle de crypto. Oui, ça, c'est intéressant. Il y a deux choses. La cryptographie, donc ça veut dire que tous les échanges sont cryptés, donc sont protégés sur la blockchain, et tu parles de l'inviolabilité de la blockchain, c'est-à-dire que toute la puissance informatique du monde entier ne suffirait pas à percer, à craquer la blockchain, et donc à modifier les informations, et ça c'est à énorme. Ce jour. À ce jour, on parle de l'ordinateur quantique qui pourrait un jour craquer ça. Mais revenons alors sur Bit4You, parce que ça intéresse tout le monde. Comment je peux acheter pour 100 € de Bitcoin? Je m'inscris sur Bit4You, sur ta plateforme.
Je fais un virement de ma banque normale en euros et automatiquement, je décide d'acheter du Bitcoin et donc ta plateforme dira, voilà, vous êtes propriétaire de l'équivalent de 100 € de Bitcoin. Et ensuite, on peut le transférer sur son wallet si on veut acheter des NFT, etc. Donc là, peut-être on y viendra. Oui, et peut-être que c'est important, Marc, que tu expliques ça justement, parce que hier à la conférence, il y a une dame qui a posé une question, et je pense que les gens ne comprennent pas toujours. Quand tu lui as répondu, vous pouvez sortir vos cryptos. Vous pouvez les récupérer donc sur votre clé Ledger, sur votre code wallet. Et en fait, ça serait intéressant que tu expliques ce process. Donc, on peut acheter de l'argent sur ton exchange, et puis après, on peut stocker les cryptos sur son cold wallet. En fait, donc, quand vous devenez propriétaire de 100 € de Bitcoin, donc d'abord, je vous félicite pour le passage dans le monde digital, mais deux, en fait, c'est inscrit dans la blockchain. Cette blockchain, c'est un grand registre mondial qui est consultable de partout. Et donc, tout le monde peut voir combien vous avez si vous donnez l'adresse de votre portefeuille. La clé, oui. L'adresse du portefeuille. Oui. Donc, l'adresse du portefeuille est importante, mais il faut aussi la clé. Et donc, toute une histoire de clé. Donc, d'un point de vue tout à fait sémantique, on ne récupère pas ces cryptos, etc. Mais ce sont les clés. Et donc, quand on achète des cryptos sur un exchange, c'est l'exchange qui détient les clés et qui s'occupe de votre sécurité, c'est-à-dire la sécurisation de vos clés. Maintenant, si vous voulez gérer vous-même vos clés, vous pouvez demander à les transférer sur une adresse externe dont vous contrôlez la clé. Et donc, cette clé, vous pouvez soit l'imprimer sur un support papier, et pas intérêt à la perdre ou qu'elle se perde, vous pouvez la broder, vous pouvez la graver sur un substrat métallique, vous pouvez la mettre sur une clé USB, vous pouvez la mettre dans des wallets digitaux. Au coffre à la banque. Au coffre à la banque, mais encore une fois, donc c'est à vous de décider de quelle sécurité vous voulez. Est-ce que vous voulez des professionnels, que des professionnels s'en chargent, ou bien vous voulez vous en occuper vous-même. Donc c'est là que... c'est ça la révolution mentale dont tu parles. C'est-à-dire que, et d'ailleurs le parallèle avec la banque s'explique, c'est-à-dire qu'à la banque, on dépose son argent et la banque protège notre argent. De la même façon que toi, on achète des cryptos et tu protèges la crypto jusqu'au jour où on la sort. Alors pour l'argent physique, on comprend bien, on le met dans sa poche, mais pour l'argent digital, on ne le met pas dans sa poche. En fait, la crypto tourne toujours sur la blockchain. Ça, c'est aussi le concept qu'on essaie d'expliquer, c'est que la crypto, c'est des lignes de code dans la blockchain. On ne sort pas les lignes de code, tout est digital. En revanche, il y a des clés publiques et clés privées. C'est un jeu de 2 clés. Et comme tu dis, alors 2 clés, là, on rentre dans le moteur. Hein. Mais pour les gens, ce sont effectivement des adresses, hein, comme un IBAN finalement. Et qu'on s'envoie électroniquement. Mais c'est intéressant de dire que, pour parler de la banque, que tu as le rôle d'une banque, mais en même temps, tu incites les gens à gérer leur argent, à gérer leurs cryptos eux-mêmes, finalement. Nous ne sommes pas une banque, et donc le mot banque est quelque chose d'extrêmement codifié, donc jamais je dirais que nous sommes une banque. Mais effectivement, nous nous occupons de sécuriser les crypto-actifs, du moins les crypto-adresses de nos clients. Nous faisons du mieux possible en utilisant les meilleures techniques disponibles à ce jour, avec les plus grandes sociétés de ce monde en termes de sécurisation. Maintenant, les personnes peuvent gérer elles-mêmes leur sécurité, mais je ne pense pas que ce soit ça le plus important. Je crois que le plus important, c'est de comprendre qu'il y a un système, que ce système, il est là pour être utilisé. J'achète du Bitcoin, ça monte, je le revends, je récupère l'argent sur mon compte en banque, j'achète des NFT, j'achète des tas de choses. Demain, je vais pouvoir acheter des voyages, des œuvres d'art, un morceau d'œuvre d'art, un morceau d'immeuble, un morceau de société, mettre mon dossier médical à disposition de qui je veux et comme je le veux. Donc, encore une fois, nous sommes en train de vivre une révolution digitale et c'est pas le mot banque qui fera la différence. Ouais. On est vraiment ici dans un point d'accès. Nous sommes en fait des gatekeepers dans le sens de la loi qui est définie par une directive européenne. Nous sommes le point de passage entre le monde de l'argent réel, celui que nous touchons, celui de la banque, et du monde digital dans lequel il y a des valeurs qui ressemblent à de la monnaie, des valeurs qui ressemblent à des objets, des valeurs qui ressemblent à l'électricité. Donc il y a plein d'applications dans cet univers digital. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu as pensé à l'expérience utilisateur sur ta plateforme
Et nous, on a été assez étonnés de voir à quel point c'était facile de se connecter via une application qui n'existe pour le moment qu'en Belgique, qui est l'application It's Me, qui est en fait une association des grandes banques et des grands télécoms en Belgique qui a mis au point cette application de connexion. Peut-être que tu pourras expliquer ce que c'est. Mais ça facilite grandement les choses et ça a quelque chose de rassurant. Donc ça, est-ce que c'est une énergie que tu as voulu mettre dans ton application de rassurer ton client finalement en passant par cette application It's Me, qui est une application d'État finalement? En fait, donc le plus important chez nous, dans tout ce qui est sécurisation, c'est d'avoir une identification précise du client. L'identification, on appelle ça dans notre jargon le KYC, K-Y-C en français, ouais. Know Your Customer, c'est connaître votre client. On a bien vu dans différents domaines que l'anonymat, ça ne mène qu'à des choses franchement pas terribles pour l'humanité. On le voit sur les réseaux sociaux, comment des profils anonymes peuvent se déchaîner. Bien sûr. On peut le voir aussi dans la vie de tous les jours, les corbeaux, les de dénonciation anonymes. Si vous avez une voiture avec des fausses plaques, vous pouvez rouler à 300 km/h, mais en général, quand les gens savent qu'il y a un radar, ils font attention. Et donc nous ne sommes pas le radar, mais nous assurons en fait que votre identification est correcte. Alors, c'est un procédé qui est parfois un peu difficile parce que quand vous êtes auprès de votre banque, quand vous voulez ouvrir un compte, vous êtes en face de votre interlocuteur, vous lui donnez une carte d'identité, il peut vérifier la validité de votre carte d'identité, il peut voir que vous ressemblez bien à la personne que sur la photo, et donc il va s'assurer de votre identité. Aujourd'hui, la plupart des services numériques sont des services à distance. Et donc, quand on doit faire une identification à distance, on doit éviter que des gens utilisent des stratagèmes avec des fausses cartes d'identité, des fausses photos, pour créer un faux compte. Alors, créer un faux compte, ça pourrait vous permettre de faire du blanchiment d'argent, financer du terrorisme, faire des tas d'opérations illégales, voler, du scam, des tas de choses. Donc, pour éviter cela, nous sommes obligés de faire un KYC, on appelle ça un KYC, mais d'une manière assez stricte. Ça peut être un procédé assez lourd pour l'utilisateur, mais nous, dans la fonction de simplification maximale pour que l'expérience soit la plus simple et la plus agréable possible, exactement, nous avons utilisé les services d'une société qui s'appelle It's Me en Belgique. Alors It's Me, comme tu l'as dit, c'est issu d'un produit de plusieurs banques et opérateurs. Ils ont remarqué qu'une fois qu'on avait fait l'identification, par exemple quelqu'un qui est digne de confiance, une grande banque belge, une autre grande banque belge dit moi je reconnais votre méthode de travail et donc si vous avez identifié positivement le client, eh bien je vais utiliser le fait que vous l'ayez déjà fait pour ne pas redemander au client de venir se présenter, de mettre sa photo, de perdre son temps. Donc on fait gagner beaucoup de temps. Ce service est payant évidemment, ce n'est pas gratuit, mais c'est exactement ce que nous voulons, c'est avoir un service qui soit agréable pour le client. Alors pour ceux qui ne connaissent pas It's Me, je pense surtout aux Français, oui. Il y a un produit très similaire en France qui s'appelle French Connect, mais qui n'est pas encore extrêmement distribué, abouti. Ouais. Il est peut-être abouti, mais il n'est pas encore très connu. Okay. Donc, je sais que It's Me a des projets d'expansion sur différents pays. Leur premier pays, en dehors de la Belgique, sera les Pays-Bas. Et donc, l'avantage avec It's Me, pour vous identifier, il vous suffit simplement de prendre votre application bancaire, de prendre It's Me et de vous identifier sur la plateforme de Bit4You. Donc ça, c'est génial de préciser ça. Donc pour les Belges, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai l'application It's Me, donc je me connecte automatiquement sans donner ma carte d'identité. Et il faut dire aux gens, très important, à l'heure où toute la presse parle du blanchiment d'argent, parle des fraudes qui ont lieu en Bitcoin, etc., dire que ça diminue considérablement de jour en jour, puisque les exchanges, donc les plateformes d'échange comme la tienne, exige une carte d'identité, exige un compte en banque, exige des photos, exige que la webcam se mette en route quand vous êtes devant votre ordinateur pour bien vérifier avec des systèmes morphologiques, biométriques, etc., que vous êtes bien la personne que vous décrivez, que vous prétendez être sur vos papiers d'identité. Donc vraiment, il y a un effort considérable qui est fait par les professionnels de la crypto comme toi pour sécuriser, en fait, pour s'assurer que la crypto ne soit pas utilisée à des fins malveillantes. On peut préciser que sur Bit4You, d'ailleurs quand on accède, on peut verser juste 100 €. Enfin, on peut verser aussi beaucoup plus, puisque je crois que tu atteins maintenant le milliard de transactions quotidiennement ou régulièrement sur ta plateforme. Et on peut acheter beaucoup plus que le Bitcoin. On peut acheter des centaines de crypto actifs. Enfin, je préfère parler de crypto actifs. Il en existe 18 000, tu as dit. Donc, tu as parlé de projets. Il faut peut-être expliquer aux gens que derrière un token, derrière un crypto actif, il y a soit une blockchain,
blockchain, donc une infrastructure informatique, ou alors un projet qui vient s'adosser à une grosse blockchain comme Ethereum par exemple. Donc on peut acheter aujourd'hui quelques centaines, quelques milliers de cryptos sur Bit4You. Donc sur Bit4You, à terme, on en proposera quelques milliers. Pour l'instant, on en propose quelques dizaines. Donc il est important de savoir que les cryptos que nous proposons aujourd'hui à nos clients, c'est pas dans un but de construire un empire. Le but est de dire, tiens, je veux diversifier mes investissements et je voudrais accéder à des crypto-monnaies qui ont des projets intéressants. Et donc la plupart des gens ne savent pas que la crypto, il y a des projets derrière. Donc tout le monde pense Bitcoin. Et c'est vrai que Bitcoin est un projet très particulier. C'est un projet qui est basé sur la confiance collective. Il n'y a rien d'autre derrière le Bitcoin que la confiance collective. Je voudrais faire un petit parallèle en pensant à nos ancêtres au niveau de la préhistoire qui s'échangeaient des silex. Parce qu'un silex, pour faire un silex, ça représentait des heures de travail. Et donc, c'était une manière de stocker du travail. Aujourd'hui, l'argent, c'est quoi ? Quand vous gagnez de l'argent, c'est une manière de stocker votre travail. Et quand vous allez le dépenser, vous allez le dépenser auprès de quelqu'un d'autre et lui payer ses heures de travail en fonction de son tarif. Et donc, l'argent tel que nous connaissons n'est jamais qu'une réserve de valeur de votre travail. Il n'y a rien d'autre. Je vous rappelle aussi que l'argent, avant, c'était de l'or. On est passé des silex au coquillage, on est passé à l'or. Pourquoi l'or ? Parce que l'or était en quantité limitée. C'était en quantité limitée, ça avait de la valeur. Et puis un jour, il y a un peu plus de 50 ans, Bretton Woods, les Américains qui avaient besoin de beaucoup d'argent pour financer leur effort de guerre, se sont dit, oui, mais nous, si je ne peux pas créer plus d'argent que je n'ai d'or, j'ai un problème, je ne vais pas pouvoir financer ma guerre. Eh bien, Nixon a décidé de mettre fin à cette convertibilité or de l'argent et les États ont commencé à imprimer plus ou moins comme ils voulaient. Et on a eu ce fameux serpent monétaire où, je vous rappelle, petit principe d'économie, plus vous imprimez d'argent, moins il a de valeur. Plus vous avez d'inflation. Plus vous avez d'inflation, plus tout devient cher. Je vous rappelle, par exemple, à l'issue de la guerre, en Allemagne, il fallait des brouettes de Deutschmark pour acheter un pain. Il fallait des milliards de Deutschmark. Donc voilà ce qui arrive aussi quand on crée de la monnaie à volonté. Par contre, le Bitcoin, lui, n'est pas une monnaie qui se crée à volonté. Et c'est ça qui attire véritablement. Maintenant, le projet de Bitcoin, je viens de l'expliquer brièvement, à côté de ça, les 19 000 projets, ce sont des entreprises. Vous pouvez par exemple avoir quelqu'un qui décide de dire, vous voulez acheter un immeuble, eh bien, vous pouvez acheter un morceau d'immeuble, vous pouvez acheter pour 50 € d'immeuble et profiter des revenus que vous donnerait cet immeuble. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. On en parle juste après, si tu veux bien, Marc. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. D'abord, je remarque que tous les gens qui rentrent dans la crypto commencent à s'intéresser à l'économie. Ça, c'est génial. Moi, je vois beaucoup d'articles qui expliquent l'inflation, qui explique l'impression monétaire, qui explique la décorrélation du papier monnaie de l'or. Il faut rappeler que moi j'ai vu des billets sur internet, j'ai vu ça ressort maintenant, les billets de 100 $ en 1920, il y avait écrit dessus qu'on pouvait échanger ce billet contre de l'or physique. Il suffisait de se présenter dans n'importe quel guichet de banque et vous dites, voilà mon billet de $, donnez-moi mon or, quoi. Donc c'est incroyable aujourd'hui, ça paraît fou. Alors que le billet aujourd'hui, c'est juste du papier. Ça. En revanche, il y a de la confiance dans ce papier, donc c'est pour ça qu'on se l'échange. Mais tu parlais aussi du Bitcoin. Rappelons qu'il n'y en aura que 21 millions de Bitcoin. Donc la supply, comme on dit, est limitée et c'est ce qui crée la rareté. Et hier, tu expliquais ça très bien. Il se crée 6 Bitcoins toutes les 10 minutes parce que c'est le rythme de la blockchain Bitcoin. Et en revanche, la demande explose. Exactement. Et aujourd'hui, on constate, par exemple, en 2021, début 2021, il y avait 103 millions d'utilisateurs crypto sur la planète. Fin 2021, on est près de 300 millions d'utilisateurs. Donc, on a eu un triplement de la demande. Et si on regarde sur les marchés, c'est en général 40% des transactions sont en Bitcoin. Donc, c'est le crypto-actif le plus demandé actuellement. D'un autre côté, en n'en produisant que 6,25, on ne peut pas fournir tout le monde. Donc la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Et la mécanique de l'offre et de la demande font évidemment qu'il y a une pression à la hausse sur la valeur du Bitcoin, qui est encore une fois une somme de valeur de confiance. Aujourd'hui, on fait confiance à une banque centrale, mais la banque centrale, personne n'a voté pour son directeur général. La Banque centrale, je salue au passage Christine Lagarde si elle m'écoute, je trouve fantastique tout ce qu'on fait, mais elle n'a pas été élue par le peuple. Donc aujourd'hui, on doit faire confiance à des gens qui décident de changer des taux d'intérêt, qui décident d'imprimer des billets en fonction des besoins, qui décident de
certaine manière de bouger sur l'inflation, d'influer sur l'inflation ou sur la vitesse de l'économie. Mais aujourd'hui, la véritable confiance qu'on doit avoir, c'est en Christine Lagarde. Et donc, j'apprécie vraiment son travail. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette contrepartie. Or, on a une contrepartie de confiance envers des gens remarquables ou pas. Mais justement, quand tu dis que ça a triplé ces 2 dernières années, bon, on imagine que le Covid est que le Covid est quelque part responsable de ça. Mais est-ce que tu as l'impression, toi, au quotidien, tous les jours, que les gens ont observé justement les États qui imprimaient du billet et donc ils se sont dit je vais chercher du refuge ailleurs parce que ça ne m'inspire pas confiance. Tu as l'impression, toi, que tes consommateurs, c'est le feedback qui te remonte ? Mais alors, il faut regarder, si on parle du Bitcoin et des clients du Bitcoin, les gros clients du Bitcoin, ce sont des gens qui achètent par centaines de millions de dollars. Oui. Donc, on n'a pas la chance d'être ce type de client, ni toi ni moi, je pense. Ces gens qui achètent des centaines de millions de dollars ont des raisons de le faire. Et ils ont bien compris la mécanique de l'offre et de la demande. Et ils ont surtout compris qu'il y avait une décorrélation, on pense du moins, entre l'économie réelle et l'économie du Bitcoin, puisque l'économie réelle varie en fonction de différents éléments, en fonction de l'inflation, en fonction du cours du dollar, du cours du pétrole, ça a une influence, mais ça n'a pas la même influence sur le Bitcoin. Maintenant, quand il y a des événements majeurs comme ceux que nous sommes en train de vivre actuellement, avec les tensions entre la Russie et les pays occidentaux, les pressions qu'il y a sur les taux d'intérêt au niveau international, ce sont des événements, des vagues de fond. Donc, c'est comme avoir une immense vague, que vous ayez un paquebot ou une barque, vous allez subir tous les deux. Ce qui explique la chute des cryptos qu'on vit depuis quelques semaines maintenant, c'est essentiellement aussi l'instabilité géopolitique. Oui, mais donc, je vais juste, pour bien comprendre le tout, c'est-à-dire que les gros qui représentent près de 80% de l'achat de Bitcoin, ils ne bougent pas. Et eux, ils sont en train de racheter ce que les autres sont en train de vendre parce qu'ils ont peur de cette chute. Donc, il ne faut pas avoir peur dans les cryptos. Si vous êtes du moins dans le Bitcoin, il faut avoir, ne pas être cardiaque, 2, essayer d'oublier un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que quand vous cédez à la panique et que vous vendez, vous avez des gens qui sont beaucoup plus patients que vous, et eux s'enrichissent parce qu'ils achètent à très bon prix quelque chose qui va encore prendre de la valeur vraisemblablement. Et comme tu dis si bien, mettre l'argent dont on peut se passer, de l'argent dont on n'a pas besoin, c'est vraiment de l'investissement. Exactement. J'en profite aussi, il y a Michael Saylor de MicroStrategy ce matin qui disait, alors lui qui place toute la trésorerie de l'entreprise, MicroStrategy c'est une des plus grosses boîtes cotées à New York, qui place des milliards de dollars dans le Bitcoin. Il y a Elon Musk, évidemment, avec toute la trésorerie de Tesla, 1,5 milliard ont été placés en Bitcoin. C'est incroyable. Oui, et hier Asher, on écoutait Asher sur BFM, qui a dit, en gros, il a voulu rassurer les auditeurs. Et il a dit, en fait, ce sont les impatients qui perdent. Parce que les impatients, ils vendent. Exact. En fait, gardez, appliquer des stratégies sur le long terme et soyez sécurisés. C'est en train de... Tu parlais d'une vague de fonds et lui disait la même chose, c'est une vague de fonds qui va tout rafler. Ne soyez pas impatients. Donc c'était assez rassurant d'écouter, alors qu'aujourd'hui tous les gens paniquent un peu, mais oui, voilà. De là aussi l'importance de la régulation, parce qu'on n'en parle pas assez. Les régulateurs ont un travail, ils ont un travail de protection du consommateur, et il est vrai que tous les consommateurs ne sont pas des professionnels de l'économie. Donc je vois, par exemple, sur certaines plateformes étrangères, des produits qui sont interdits en Europe, qui sont notamment des multiplicateurs. Alors c'est quoi un multiplicateur ? C'est quand tu investis de l'argent, plutôt que de l'investir sur du Bitcoin, tu prends un multiplicateur, tu investis sur la variation du Bitcoin en fonction de ce multiplicateur. Donc si par exemple le Bitcoin prend 10% et que tu as pris un multiplicateur x10, c'est bien, tu as gagné 100%. Mais par contre, s'il perd 1%, tu as tout perdu. Oui. Parce que le multiplicateur fait son effet dans le sens inverse. Et des consommateurs imprudents qui pourraient être attirés par l'appât du gain facile pourrait tout perdre. Et donc, le régulateur, il est là pour protéger aussi le consommateur en validant les produits qu'on met à la disposition des clients. Parce qu'on ne veut pas non plus, un État ne veut pas être responsable de la faillite personnelle de nombreux citoyens. Tu me fais penser à une stratégie d'investissement pour ceux qui nous écoutent. Ils imaginent toujours, et c'est vrai, même moi au début, je me disais, on en parlait avec Claudia, on a quelques milliers d'euros à investir, est-ce qu'on les met d'un seul coup ? Eh bien, la meilleure stratégie dans les cryptos, le Bitcoin ou autre, c'est
c'est pas tout mettre d'un seul coup. Je pense que tu vas nous l'expliquer. Ça s'appelle le dollar cost average, donc la DCA. Donc ça veut dire acheter, je sais pas, 100 €, 200 € toutes les semaines ou tous les mois. C'est-à-dire mettre une somme, une petite somme tous les mois très régulièrement. Et ça permet de lisser son prix d'achat. Parfois il est trop haut, parfois il est trop bas, mais ça fait un prix moyen plutôt stable. C'est une des meilleures stratégies qui soit disponible à mon sens. Elle est d'ailleurs disponible sur le site web de Bit4You. Ça c'est bien. Vous voulez acheter de la crypto, si vous introduisez par exemple une carte de crédit pour payer votre crypto, vous pouvez choisir une mensualité ou une automatique. Vous dites tiens, chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, je vais mettre 100 €, 500 €, 1000 €, 10 000 €. Vous choisissez votre montant et ce montant sera automatiquement prélevé. Donc ça c'est vraiment une manière de faire une DCA. Et donc comme tu l'as dit à très juste titre, c'est une manière de lisser son prix d'achat. C'est une méthode d'investissement pour les gens qui achètent à long terme. Tu as fait remarquer que les cryptos sont bien plantés et c'est vrai. On était à 67 000 pour le Bitcoin au mois de novembre. Là on s'est retrouvé à 32 000 il y a 2 jours. Maintenant on est déjà à 35 000, 37 000. Je ne sais plus exactement combien. Ne regarde pas. On a pris pratiquement 10% en 2 jours, 3 hier, jours. Oui, ça a bien monté. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je vérifie tout de suite, je vais donner la réponse. Mais c'est intéressant qu'il fasse ça, moi je ne savais pas. Mais moi j'aimerais bien qu'on développe. Il est à 37 858 $ à l'heure où je vous parle. Donc il a pris 5 000 par rapport à 32 000, c'est-à-dire un peu plus de 14%. Oui. Donc avec cette méthode de DCA, vous auriez acheté hier, ça faisait baisser votre prix d'achat moyen, mais vous auriez déjà récupéré une partie plus rapidement qu'en étant simplement resté. Donc cette méthode est assez intéressante, mais avant tout, une bonne méthode d'investissement consiste à acheter différents cryptoactifs de différents univers. Il y a effectivement le roi Bitcoin, ça c'est sûr et certain, qui devrait être dans tous les portefeuilles de toute personne normalement constituée, mais à côté de ça, il y a différents projets. Il y a des projets qui sont liés aux blockchains en elles-mêmes. Alors c'est quoi une blockchain ? Une blockchain, on va simplifier la chose, c'est un registre dans lequel on écrit toutes les transactions. Et vous savez, ce qui est important dans notre économie digitale, c'est de pouvoir écrire beaucoup de transactions sans que cela coûte trop cher. Aujourd'hui, un des réseaux les plus rapides que tout le monde connaît, c'est le réseau de Visa, qui permet, je pense, si je ne me trompe pas, 70 000 transactions par minute, ce qui est vraiment beaucoup. Par contre, le réseau Bitcoin, lui, n'en permet pas autant. Mais vous avez le réseau Ethereum, vous avez le réseau Solana, vous avez différents réseaux qui font que les transactions sont beaucoup plus rapides. Donc investir aussi dans des réseaux de blockchain, c'est intéressant. Il y en a qui vont sûrement percer en fonction des domaines. Et ensuite, il y a la partie métavers, tout ce qui concerne le métavers, dans lesquels on peut aussi investir. Donc il faut diversifier sur les types de projets aussi. Il y a des sites de référence comme CoinMarketCap, où vous pouvez avoir un aperçu de ces cryptos et accéder au site web de chacune de ces cryptos, sur laquelle vous trouverez l'équipe derrière, parfois des centaines de personnes, des milliers de personnes qui travaillent, parce qu'on voit une crypto, on regarde sur Internet, on regarde sur le site web de Bit4You, et on voit Chainlink. On dit, tiens, c'est chouette, Chainlink, j'aime bien le nom. Mais c'est pas seulement le nom. Chainlink, c'est un projet thaïlandais de paiement qui marche très très bien en Thaïlande, qui est en train de grandir très très fort. Et donc, il faut se renseigner avant d'investir. Donc, soit vous le faites aveuglément, vous achetez un petit peu de Bitcoin et un petit peu d'Ethereum, ce qui est un bon investissement, mais il faut le faire d'une manière réfléchie, de la même manière qu'on investirait en bourse. Oui, tu as raison. Et se renseigner, ça ne veut pas dire être un technicien et un génie de l'informatique. Loin de là, se renseigner, ça veut dire quelle est l'application concrète de cette blockchain, c'est pour impacter quel business, et ça on le voit, on peut le comprendre très vite. Quels sont les taux de transaction, la vitesse des transactions, quel est le projet, l'agrandissement, etc. Bon, mais maintenant, l'heure tourne, il faut qu'on parle des NFT. Oui, moi j'aimerais quand même poser une question parce que ça m'intéresse, et donc si ça m'intéresse, je suis sûre que ça intéresse les auditeurs, c'est qui sont tes clients ? C'est quoi la cible ? Ils ressemblent à quoi ? Est-ce que c'est des bons pères de famille ? Est-ce que c'est des investisseurs ? Est-ce que c'est des... Quelle est la cible ? Alors, tous nos clients sont des personnes extraordinaires. Quel bon commercial ! Quel bon commercial ! Ils ont fait le bon choix avec Bit4You. Pourquoi Bit4You ? Parce que c'est une plateforme très facile pour s'enregistrer. Et ensuite, nous avons voulu aussi faire un look très facile de plateforme. Je confirme que c'est beaucoup plus simple. Facilement, revendre facilement. Et aussi, avec une particularité, c'est le suivi de position. Nous sommes les seuls à faire ça, où vous pouvez voir position par position ce que vous avez gagné ou vous avez perdu.
par exemple, dans une DCA, vous allez mettre chaque semaine, par exemple, 100 €. Si vous devez tenir une comptabilité précise du cours moyen auquel vous l'avez acheté, c'est difficile. Mais grâce à notre suivi de position, vous pouvez voir chaque semaine si vous gagnez ou vous perdez sur l'investissement que vous avez fait. Vous pouvez voir par exemple que vous gagnez sur les investissements que vous avez fait il y a 1 an, vous perdez un peu ceux d'il y a 2 mois, et ça vous permet aussi d'avoir une vision très très claire. Ouais. Et donc, hier, tu disais 40% des jeunes de moins de 35 ans veulent acheter de la crypto. c'est pas moi qui le dis, c'est une étude d'ING. Donc la grande banque ING. C'est une très grande banque, effectivement. Je les salue au passage pour faire ces études et rappeler que la crypto, effectivement, ça n'intéresse pas seulement les clients de Bit4You, mais ça intéresse effectivement tous ceux qui veulent faire quelque chose. Il y a aussi d'autres statistiques intéressantes. C'est aux États-Unis où on voit que 60% des ménages américains ont l'intention d'acheter de la crypto en 2022. J'avais vu cette étude. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui nous conforte dans cette idée-là, donc qui est le client moyen de Bit4You. On a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, on doit avoir 30% de femmes, mais on a remarqué que les femmes mettaient plus d'argent que les hommes. Maintenant, c'est contre-intuitif ça, non? Non, elles sont plus réfléchies, donc, donc elles sont plus déterminées, elles sont plus déterminées aussi, je pense. Ouais. On a des clients de toutes les catégories d'âge, mais si on doit faire une moyenne, ça doit être aux environs entre 30 et 35 ans, mais on a différentes catégories d'investisseurs. On a les jeunes de 18 à 30 ans qui mettent un petit peu, qui sont là, qui utilisent aussi Bit4You pour accéder à leur univers de gaming. Donc on a ensuite ceux qui commencent à gagner un peu d'argent et qui se demandent ce qu'ils vont faire avec leur excédent de liquidité, parce que certaines personnes ont la chance de gagner un peu plus que ce dont ils ont besoin pour vivre chaque mois. Et ensuite il y a ceux qui gèrent leur patrimoine sur une vision plus long terme et qui disent, moi, la crypto, ça peut être intéressant pour diversifier mes investissements. Et ces gens-là investissent en général entre 2 et 5% de leur patrimoine dans une stratégie de diversification, dans différentes crypto-monnaies, et les gardent sur du long terme. Voilà. Avant de parler des NFT, j'ai encore une question parce que, comme tu le sais, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi je viens du contenu, de la presse du contenu. Et en tant qu'exchange, donc tu ne peux pas faire de conseils d'investissement à tes clients. J'imagine que c'est pas ton rôle. En revanche, est-ce que tu leur offres du contenu pour qu'ils puissent aller chercher de l'info pour faire le meilleur investissement possible? Alors, il faut savoir que chez Bit4You, nous avons une équipe de 10 personnes qui ne fait que ça, c'est-à-dire du contenu, des news. Il y a une Bit4You Academy. Vous pouvez apprendre la crypto, vous pouvez apprendre ce que c'est le minage, le bitcoin, le hash dont je vous ai parlé. Il y a moyen de passer des heures et des heures pour bien tout comprendre. Vous avez en plus des news qui sont, comme on dit en anglais, curated news, où on a sélectionné les meilleurs sites de news, parce qu'il faut faire très très attention. Je tiens à faire un petit rappel. Il y a des faux sites de news sur Internet où vous allez voir par exemple un politicien bien connu qui vous dit c'est extraordinaire, grâce à telle application j'ai pu gagner 1000% en 3 jours, et vous pouvez gagner vous aussi 1000 € par jour sans rien faire. Donc méfiez-vous déjà, quand c'est trop beau, c'est déjà la première alerte. Ensuite, faites bien attention à tout ce que vous lisez. Essayez de voir 2 ou 3 sites différents, que les informations soient concordantes. Ou bien, venez voir sur le site de Bit4You, vous pouvez accéder aux news, et c'est des news, on pense, qui proviennent de sites sérieux. Donc, renseignez-vous tous les jours, si ça vous intéresse, tous les mois, et si vous êtes vraiment cardiaque, achetez de la crypto, oubliez-la pendant 1 an et regardez ce qui s'est passé. Oui, important de dire que Bit4You est une société ultra régulée, ultra sécurisée et qui répond à toutes les exigences nous nécessaires. Répondons effectivement à toutes les exigences légales de ce jour, mais ne sont pas encore régulées parce que la loi, qui doit être votée aujourd'hui, je le rappelle, n'est pas encore publiée en Belgique. Et on n'a pas dit un truc important, c'est que c'est une société 100% belge. On est 100% belge. Voilà, avec des ambitions international, mondial. Voilà, justement, avant de venir au NFT, ça aussi, tu peux nous parler des ambitions, de comment, ta stratégie de développement, etc. Notre stratégie de développement, c'était effectivement de commencer par la Belgique, avec un pays qui sert souvent de test pour la plupart des grandes entreprises qui veulent tester un environnement multilingue et qui ont des caractères très différents. Pas besoin de l'expliquer aux Belges, mais les Français doivent aussi le savoir, que les Belges du Nord et les Belges du Sud ne sont pas les mêmes que les Belges de l'Est ou les Belges de l'Ouest. Et que souvent les marques demandent à leurs marketeurs de faire des tests pour le lancement des produits sur la Belgique, parce que c'est un pays compliqué. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que nous avons fait nos preuves maintenant en Belgique. Et maintenant, nous allons nous lancer dans une grosse augmentation de capital pour attaquer le reste de l'Europe, avec principalement la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas en ligne de mire.
on verra en 2023-2024 la suite de l'expansion internationale. Eh bien, on est très curieux et on va rester très connecté à toi pour voir l'évolution de oui, tout ça. C'est un beau succès déjà, et Bit4You clairement ira loin. Moi, j'ai hâte de passer à la tokenisation de l'économie parce que je sais que c'est un sujet qui te touche, je sais que tu as beaucoup d'idées là-dessus. Rappelons simplement que on s'appelle NFT Business, donc évidemment dans les NFT, on parle souvent des projets de création, des projets artistiques ou des NFT de t-shirts ou de produits de retail, mais le NFT concerne aussi les plateformes comme toi, parce que on voit que les grosses plateformes, donc la plus grosse américaine Coinbase, qui est cotée en bourse d'ailleurs, va lancer sa plateforme NFT, Binance a lancé sa plateforme de NFT, donc en fait, les plateformes font appel aux créateurs pour dire, mais venez chez nous, on est un écosystème complet en fait, et je pense que tu me l'as confirmé, Bit4You va proposer une plateforme NFT. Ça, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, c'est-à-dire pourquoi tu le fais, quelle est ta stratégie, et après on parlera de tokenisation globalement, mais déjà sur la plateforme NFT Bit4You, tu vas faire appel à tout type de NFT, des collectibles, enfin le OpenSea finalement Bit4You ou... Et il faut d'abord expliquer à nos auditeurs c'est quoi un NFT. C'est la première des choses. Donc, en anglais, non-fungible tokens, en français, un bien non fongible. Alors, c'est quoi un bien fongible, un bien non fongible? Si vous prenez un billet de 50 €, un autre billet de 50 € peut très bien l'échanger. Il est 100% fongible. On prend 1 kilo de pommes ou un autre kilo de pommes, c'est toujours 1 kilo de pommes, on peut les échanger. Par contre, votre carte d'identité ou une autre carte d'identité, on ne peut pas les échanger, elles sont non fongibles. Pourtant, c'est le même poids en plastique. On prend une œuvre d'art ou une autre œuvre d'art, on ne peut pas les échanger non plus. Elles ne sont pas fongibles, ce sont des biens non fongibles. Et donc, que font les NFT? Les NFT, en fait, on a compris qu'il y a une sécurité cryptographique, on garantit l'authenticité du produit. Quand vous avez une œuvre d'art sous forme de NFT, donc elle peut exister de manière digitale, vous êtes sûr que vous en êtes le propriétaire grâce au NFT. D'autres personnes peuvent avoir des reproductions, mais ce ne sera jamais l'original. Donc on voit apparaître sur le marché certains produits qui lui semblaient tout à fait impossibles à vendre, comme par exemple un tweet. Vous pouvez vendre un tweet en NFT et vous pouvez être le propriétaire du premier tweet du fondateur de Jack Dorsey. De Jack Dorsey, qu'il a effectivement mis. On peut avoir des choses très intéressantes, notamment de l'art. On a tous les cyberpunk, on a les CryptoKitties, on a pas mal de collections qui existent par l'Internet et qui sont des pièces uniques dont vous pouvez être propriétaire et qui peuvent avoir une valeur. Et on peut acheter des Adidas et des Nike aussi maintenant en NFT. Alors ça, c'est encore une autre série. On n'est plus dans les œuvres d'art. Aujourd'hui, là, tu parles de choses, on rentre dans le métavers, c'est encore un autre type de NFT. Exact. Où dans le NFT, on peut avoir un avatar. Et donc... Dans la réaction ici, l'avatar c'est quoi? Puisque on va parler de métavers, tu me coupes un petit peu dans le sens logique. Il y a des choses qui doivent être comprises avant d'aller aussi loin. Ce que je veux dire par là, donc dans les NFT, je vais continuer dans le raisonnement si tu le permets. Les NFT donc permettent effectivement d'avoir des œuvres d'art, mais aussi de s'assurer de l'authenticité d'une chose. On peut avoir une œuvre d'art physique et avoir son NFT, et soit elles sont décorrélées l'une de l'autre, soit l'une peut accompagner l'autre pour garantir la propriété de l'œuvre d'art. Et donc, quand vous allez transmettre une œuvre d'art, vous allez pouvoir transférer aussi son NFT. La même chose pour un diamant, avec les caractéristiques du diamant, on pourra transmettre aussi le NFT du diamant. Maintenant, il y a aussi des NFT dans l'immobilier, il y a des NFT dans les dossiers médicaux, il y a la propriété intellectuelle, il y a des brevets, des titres académiques, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, on peut faire des tas d'NFT. Et on arrive dans l'industrie du jeu, comme par exemple un billet de loterie. Un billet de loterie, c'est un NFT aussi, donc on va avoir des loteries NFT, on a la billetterie, donc les billets pour accéder à des événements. On n'a pas envie que des billets soient créés de manière artificielle, donc il y a moyen aussi d'utiliser des NFT en billets. Maintenant, on arrive aussi dans le métavers, et le métavers, pour expliquer rapidement de quoi il s'agit, c'est important de le comprendre. C'est un univers virtuel, mais quand on dit virtuel, c'est un univers numérique dans lequel on peut se promener. Aujourd'hui, on utilise souvent comme moteur de recherche Google. By Google, vous faites une recherche, vous cherchez par exemple une chaudière. La plupart du temps, quand vous cherchez chaudière dans Google, c'est parce que vous avez besoin d'une chaudière. Sauf si vous êtes un fétichiste de la chaudière, mais là, il y en a évidemment un peu moins, à mon avis. Et donc, vous avez les premiers résultats et vous avez les résultats sponsorisés. Ici, ce que l'on va avoir dans le métavers est une représentation, je vais dire, 3 dimensions
de l'Internet, dans lequel vous allez avoir une expérience qui est immersive. Donc, vous allez soit regarder un écran dans lequel vous allez voir les résultats de chaudières s'afficher, vous amener à un endroit où vous avez tous les magasins avec les chaudières, vous allez pouvoir rentrer virtuellement dans ces magasins plutôt que d'aller dans les sites web. Et dans ces magasins, vous pourrez voir en 3 dimensions aussi, en utilisant Oculus, par exemple, ces lunettes de vision de réalité 3D, virtuelle, un casque voir 3D, les objets. Et donc, on aura la possibilité de voir et d'acheter dans ces univers virtuels différents systèmes. Et ici, on parle donc de métavers, c'est aussi un système économique. Donc, il y a un peu de gamification, on peut visiter et on peut acheter quelque chose. Alors, les métavers, la grande bagarre, c'est quoi ? Il y a une vieille blague qui est dans les moteurs de recherche. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait Microsoft qui avait un moteur de recherche qui s'appelle... Je me souviens d'Internet Explorer. Moi, oui, c'est ça. Le moteur de recherche, c'était Bing. Ah, il existe toujours, Bing. Hein. Ah ouais, c'est une catastrophe. Hein. Donc, à côté de Google, donc les gens vont dire moteur de recherche, ils vont toujours dire Google. Alors, en anglais, on dit « Where is the best place to bury a dead body ?» Quel est le meilleur endroit pour enterrer un cadavre Eh bien, sur la page 2 de Bing. C'est d'abord, personne n'utilise Bing. Et encore, on utilise Bing, on va rarement jusqu'à la page numéro 2. Et c'est ça, le métavers. Ce qui est en train de se développer, ce sont des endroits qui vont attirer les consommateurs du monde entier, parce que vous-même, quand vous voudrez faire l'expérience du métavers, vous voudrez aller aux meilleurs endroits, vous voulez pas aller dans les endroits où il y a pratiquement rien à voir. Et donc, ces endroits virtuels, ces magasins virtuels, ces Champs-Élysées virtuels valent déjà des millions de dollars. Et on voit des transactions immobilières virtuelles qui se passent dans le métavers, ou pour être dans les premiers résultats de Google, hein, comme on le disait tout de suite, eh bien, vous allez payer très très cher. On va recevoir dans notre podcast dans quelques jours une start-up française qui vend des villas totalement digitales dans un métaverse qui s'appelle The Sandbox. Exactement. Qui est un des plus connus avec des Decentraland. Effectivement, une belle réussite qu'on salue, en partie française. C'est vraiment magnifique. Maintenant, il va y avoir de la concurrence dans ces métavers, parce que lorsque vous allez vouloir faire du shopping aujourd'hui, vous avez le choix. Je vais dans l'hypercentre, ou bien je vais dans des centres dédiés, ou je vais dans un outlet factory. Les choix se font de cette manière-là aujourd'hui dans le physique. On va faire la même chose dans le monde réel. On peut peut-être dire que oui, ça va mettre du temps avant que tout le monde aille sur Decentraland. En revanche, tu parlais d'Oculus, et comme on sait que Apple va sortir les Apple Glass logiquement à la fin de cette année 22, ça va être un bouleversement incroyable, puisqu'on aura des lunettes classiques avec des verres correcteurs habituels, mais il y aura un smartphone dans les tiges de la lunette en fait. Et donc vont s'imprimer en surimpression de la vie réelle des images en 3D, des vidéos, du son, etc. Et donc, le premier métaverse, je pense que ce sera notre vie réelle augmentée par des images, par des NFT, etc., etc. Mais moi, je suis pas convaincue, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, on commande tous des colis sur Amazon, on sait qu'aujourd'hui, Amazon travaille sur l'expérience 3D immersive dans son propre métaverse. Et en fait, évidemment, il y a Sandbox, il y a tous ces projets qui sont très innovants, qui sont très, très élitistes, mais il y a aussi toutes ces marques qui aujourd'hui sont je prends l'exemple d'Amazon. Demain, Amazon va lancer son métaverse, et quand vous aurez besoin de n'importe quel produit, aujourd'hui vous allez sur Amazon, vous avez une expérience 2D, donc vous allez sur le site, vous avez les photos qui sont prises de face, de côté, il y a des critères à respecter pour monter dans les algorithmes d'Amazon, mais demain vous allez entrer dans ce métaverse virtuel, donc dans ce magasin virtuel, et vous allez aller faire votre shopping avec votre casque Oculus ou pas. Et donc oui, il y a Sandbox, bien sûr, il y a ces projets qui sont fantastiques, mais il y a aussi plein d'autres marques qui vont créer leur propre métaverse. Quand on voit des marques comme Zalando, par exemple, qui sont presque incontournables aujourd'hui, ces gens travaillent sur ces projets. Et donc c'est cette révolution. Moi, j'aime bien sortir de ce qui est exclusif et de dire aux gens, ça va vous impacter, ça va impacter votre quotidien bien plus vite que ce que vous n'imaginez. Et ce que j'aime aussi dire, c'est que il y a besoin de compétences, et de toutes sortes de compétences pour construire le monde de demain, pas que des compétences de créateurs 3D ou de développeurs. Il y a besoin de toutes les compétences. C'est le reflet de la vraie vie, c'est le prolongement de la vraie vie, en fait, les métaverses, et on va y plonger bien plus vite que prévu. Donc, mais pour revenir sur les
Oui, peut-être. Et oui, Bit4You, les NFT sur Bit4You. Oui. C'est ça qui nous intéresse aussi. Alors effectivement, nous allons développer une partie consacrée aux NFT. Il y a deux parties dans les NFT. Il y a la monnaie dont vous avez besoin quand vous allez vous promener dans Sandbox, ou vous allez vous promener dans Decentraland ou dans un autre métavers. Vous allez devoir utiliser la monnaie utilisée dans cet univers-là. Donc nous sommes effectivement aujourd'hui un point d'achat de ces cryptos NFT qui vous permettent d'acheter dans ces univers. Ensuite, il va y avoir des pages qui seront bien spécifiques. On est en train d'étudier la possibilité soit d'avoir une page globale à la manière OpenSea pour proposer des NFT, soit de proposer, et je crois que cette manière-là fonctionne pas mal aussi, aux artistes, aux galeristes, aux grandes marques, d'avoir leur propre page, leur propre univers. Et je crois qu'effectivement, la demande de ces grandes marques, c'est d'être chez elles, n'ont pas envie d'être mélangées non plus. Donc quand on va rentrer dans l'univers, citons une grande marque, les montres Franck Muller, eh bien Franck Muller, il a envie d'avoir son magasin, il a envie d'avoir sa page, ses œuvres d'art. Un galeriste, il veut avoir sa galerie avec ses œuvres et ses artistes. Il ne veut pas être perdu au milieu de choses. Donc on est en train de voir, on est en train de comprendre un peu comment fonctionnera le consommateur et le magasin d'une certaine manière. Veulent-ils tous se mettre dans un métavers ? Ou veulent-ils aussi avoir la possibilité d'avoir leur expérience NFT et de vendre leur propre NFT dans leur propre page web, dans leur propre univers? Ouais. Encore quelques questions Mais Claudia parle souvent de ça. Elle pense, mais là c'est un débat qu'on a tous les deux. Moi je pense que les marques ont intérêt à se placer sur des plateformes où il y a d'autres concurrents d'ailleurs, pour attirer un maximum de personnes intéressées par le secteur en particulier. Et Claudia pense plutôt comme toi que les marques devraient aller sur des plateformes autonomes et individuelles en fait pour. Il y aura à mon sens, il y aura un mix des deux, c'est-à-dire des grands, quand vous allez aux Champs-Élysées, vous allez Fifth Avenue, il y a les flagship stores. Donc ils auront évidemment des flagship stores dans ces univers-là pour attirer les gens, de telle manière à ce que les gens puissent aller à droite et à gauche. Mais quand vous êtes galeriste, vous avez des œuvres d'art à vendre, vous n'avez pas envie que vous avez envie d'avoir votre client pour vous. Et donc lui, il va faire de la publicité pour ses œuvres d'art via sa page web dédiée. Maintenant, il faut voir ce qu'ils veulent. Ils peuvent aussi transposer ça aussi dans un métavers, l'un n'excluant pas l'autre. Donc les deux sont possibles. Ouais. Moi je pense que c'est le reflet de la vraie vie. Si tu as une très très grosse force de frappe, je parlais d'Amazon en exemple, Amazon ne va jamais aller se mettre dans un marketplace. Ils sont tellement puissants qu'ils n'ont besoin de personne et ne vont jamais accepter des concurrents sur leur plateforme. En revanche, quand tu as moins de moyens, que tu as moins de notoriété, tu es bien content de profiter de la synergie d'un groupe et d'entrer dans une collectivité où tu vas profiter de la synergie, de la communauté, etc. Donc je pense que c'est effectivement le prolongement de la vraie vie. Et aujourd'hui, c'est quand même des univers qui sont réservés à... C'est quand même parfois très excluant pour la plupart des gens. Et moi, j'ai envie d'être rassurante en leur disant non, mais vous vous rendez pas compte. Il y a 10 ans, on vous a dit la même chose. Il y a 30 ans, vous avez dit la même chose avec le web. Il y a 10 ans, vous avez dit la même chose avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous allez voir, ça va rentrer de façon très smooth dans votre vie. Et dans 2 ans, on en parle et vous allez voir que votre vie aura changé. Vous ne vous en serez même pas rendu compte. Justement, pour l'adoption massive de cette technologie, on parle toujours des wallets ici, avec tous nos invités, et on voit que ça marque tout le monde. C'est-à-dire que, pour faire simple, on a tous un MetaMask, enfin ceux qui veulent commencer à acheter des NFT ou les vendre d'ailleurs, on download un petit logiciel gratuit qui s'appelle MetaMask, qui marche sur Ethereum. Bref, ça s'appelle un wallet, un portefeuille digital. Et beaucoup de gens perçoivent l'importance d'un wallet qui va devenir la façon de se connecter à tout le Web 3 qui vient. On se connectera à tous les sites web avec le wallet qui connaîtra nos possessions digitales. Mais Marc en a parlé tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'il a dépassé l'angle argent NFT, enfin crypto NFT. Peut-être qu'il peut nous expliquer sa vision là-dessus, du wallet du futur. Ouais. Le futur, pour moi, il va être 100% crypto. D'abord, l'argent tel que nous le connaissons sous sa forme actuelle va disparaître. Déjà, nous avons pratiquement plus de cash sur nous. Nous avons encore du cash de temps en temps, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de ce cash. On pourrait payer tout comme on le fait aujourd'hui avec nos cartes de paiement, nos cartes de débit, nos cartes de crédit.
par nos virements automatiques, par Apple Pay, par Google Pay, par whatever you want to pay. Donc il y a des tas d'applications sans contact qui sont en train de se développer. On voit que le paiement sans contact est en train de se développer. Donc la seule différence, ça va être une différence technologique. Et la différence technologique, elle est majeure. Parce que quand on parlait de désintermédiation, aujourd'hui, quand on va payer avec une carte de crédit, pour ne pas la nommer, le commerçant paye un pourcentage de ses transactions de 2, 3, 4, parfois 5% sur un montant TVA comprise. Donc ça veut dire 4 à 5% en marge en moins pour ce client-là, pour ce consommateur, pour ce commerçant. Et donc, quand il va avoir un wallet crypto et qu'il va accepter la crypto, il va recevoir ce paiement avec pratiquement 0 commission. Donc pour lui, c'est déjà une révolution. Et sans délai. Et quand il va y avoir l'euro digital, il va dire, moi, payez-moi en euro digital, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de votre carte de crédit. Pour l'utilisateur qui paye avec une carte de crédit, effectivement, c'est un paiement différé, donc il y a peut-être un service, mais pour celui qui paye avec une carte de débit, lui, c'est instantané. Mais quand il va voyager aussi, cet utilisateur qui va sortir de la zone euro, il va voir que sa carte lui facture 3, 4 ou 5% de transactions. Donc non seulement le commerçant paye beaucoup et cher, mais aussi l'utilisateur paye beaucoup et cher. Donc il va y avoir naturellement un choix vers la solution la plus efficace. Et cette solution la plus efficace, ce sera un paiement crypto. Donc, naturellement, on va aller vers cette économie-là. Ça prendra du temps, mais le consommateur aura intérêt. Le commerçant aura aussi un intérêt. Les seuls qui ont véritablement un souci à se faire, ce sont les firmes de cartes de crédit qui sont en train d'ailleurs d'investir massivement dans la technologie crypto. Ils ont déjà compris le danger. Oui, donc, on voit cette transformation. Et demain, vous voudrez tous être sûrs de ce que vous détenez, vous êtes sûr de votre propriété, vous n'avez pas envie qu'on vous le vole, eh bien, on va pouvoir dire que la crypto, la blockchain sont une solution de sécurisation de vos avoirs qui va être, à mon avis, déterminante dans le choix du consommateur. Ouais, merci. Eh oui, merci Marc. J'avais encore Moi aussi, j'ai plein de questions. Il va falloir qu'on refasse un podcast parce que là, on a dépassé l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu as vraiment envie de dire ou tout a été dit N'hésitez pas à acheter de la crypto. Ben ouais, effectivement. Message simple mais efficace. En plus, ça se fait en toute sécurité et il n'y a maintenant plus aucun risque. C'est plus du tout comme il y a 5 ans où c'était vraiment la galère. Oui, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui grâce à des exchanges comme toi, parce qu'avant c'était quand même très compliqué la mécanique d'accès. Oui. Donc, oui, d'ailleurs, c'est bien la preuve que le monde change et qu'il y a encore plein d'applications à construire pour fluidifier l'expérience utilisateur. Je dirais que si tu ne vas pas au métavers, le métavers viendra à toi. Ouais. Très bien. Marc, c'était passionnant. C'était passionnant hier, c'était passionnant maintenant. Et on ne va pas te lâcher, on va te réinviter. Et on espère vraiment que tu vas lever tes 15 millions d'euros et peut-être même plus, que tu vas développer ton exchange partout en Europe et dans le monde entier. On te souhaite tout le meilleur. Et on te remercie surtout d'être venu nous avoir fait confiance. Voilà, merci Marc Toledo. Et pour rappel, mettez-nous aussi des petites étoiles, un petit commentaire sur notre podcast. Ça fait très plaisir, ça nous encourage. Et c'est bon pour l'algorithme aussi. Oui, pas que. Oui, évidemment, ça fait plaisir. Donc, vos avis, vos étoiles. Mais on est dépendant de ça pour monter dans les recherches sur les algorithmes des meilleures plateformes, à savoir Spotify et Apple Podcast. Et on tient à souligner et à remercier Orso Media qui nous a pris dans son pool de podcasteurs et qui nous aide à la diffusion et à la monétisation de ce podcast. Merci Christopher Simonelli de chez Orso Media. On vous souhaite une bonne écoute et on attend vos feedbacks. Belle journée à vous. Merci.